Le phonotographe est une machine construite en 1857 par le français Scott de Martinville. Cet appareil est constitué d'une membrane vibrante placée au bout d'un tube acoustique qui transmet les vibrations sonores à un stylet qui les grave sur un cylindre enduit de noir. Cet appareil pouvait donc enregistrer un son sous forme de gravure, comme son nom le suggère. En ne pouvant toutefois pas permettre de réécouter, il est probablement que pour concevoir un tel engin, Scott de Martinville s'inspirait du fonctionnement de l'oreille humaine. Son invention fut reprise et améliorée par l'Américain Thomas Edison. Cet appareil a connu de nombreuses améliorations successives sous le nom de graphophone et gramophone. Le phonographe est un appareil destiné à reproduire du son et des œuvres musicales par des procédés purement mécaniques. C'est le premier appareil de reproduction sonore destiné au public amateur. Ce terme ne concerne théoriquement que les appareils mécaniques à cylindre, ceux mécaniques à plateau pour disque qui leur ont succédé s'appellent gramophones, même si le grand public conserva pour ceux-ci populairement la même appellation de phonographe, voire phono. Le procédé, né au XIXe siècle, fut progressivement remplacé au siècle suivant par le gramophone, puis l'électrophone, ou le pick-up ou platine tourne-disque, conjointement au magnétophone qui furent ensuite, eux-mêmes éclipsés par les techniques de reproduction sonore permises par la numérisation. Du disque vinyle est le 78 tours. Celui-ci apparaît au début du XXe siècle. Il s'agit d'un disque mono-sillon de 25 ou 30 cm de diamètre avec en général un morceau par face. Selon sa taille, il peut contenir entre 3 à 5 minutes d'enregistrement. En réalité, il n'était que très rarement enregistré à 78 tours par minute, mais plutôt des vitesses allant de 66 à 103 tours par minute, qui permettaient d'allonger la durée d'enregistrement au déterminant toutefois de la bande passante. Initialement, il était fabriqué en shellac, une résine d'origine animale sécrétée par un insecte. Mais la pénurie de résine lors de la Deuxième Guerre mondiale a forcé les fabricants à utiliser du vinyle. Le 78 tours commence à disparaître avec l'apparition du micro-sillon dans les années 50. L'arrivée des premières platines modernes coïncide avec l'invention du micro-sillon aux États-Unis en 1946 par la firme Columbia. Les premiers disques micro-sillons sont commercialisés en 1948. Ils contenaient des œuvres classiques de Mendelssohn et de Tchaïkovski. Leur supériorité acoustique et technique sur le 78 tours s'impose immédiatement comme un argument commercial. Le disque CD. Le disque compact, appelé CD, inventé par Philips en 1979, est lancé commercialement pour l'audio en 1982 par Philips et Sony. En 1984, les spécifications du compact disque ont été étendues avec l'édition du Yellow Book afin de lui permettre de stocker des données numériques. Le MP3 est né en Allemagne. C'est avant tout une déclinaison du format MPEG. Le MPEG est utilisé pour la compression de données audio et vidéo sur CD. Bien évidemment, aucun standard de sécurité, limitation de la copie, n'avait été mis en place à l'époque car le format n'avait pas encore connu le succès qu'il a aujourd'hui. Mais l'histoire a voulu que l'informatique se démocratise et que les connexions Internet soient de plus en plus rapides. Le format MP3, jadis inconnu, fut rapidement adopté par la plupart des utilisateurs qui l'échangèrent en masse. Et c'est le nœud du problème. Thomas Edison était un inventeur américain, né dans l'Ohio en 1847 et décédé dans le New Jersey en 1931 à 84 ans. Ses travaux portent essentiellement sur l'électricité en courant continu. Il est un précurseur du cinéma et créé les premiers films.
Son son est extrêmement connu. Edison est l'inventeur de l'ampoule qui nous éclaire encore aujourd'hui. Mais il est aussi l'inventeur d'un télégraphe émetteur et récepteur de code Morse, d'une centrale électrique en 1882, du kinétographe en 1888 et de la pile à l'alcaline en 1915. Qu'est-ce que le son? Le terme décibel et l'échelle des décibels sont des notions universelles employées pour la mesure de l'intensité sonore. L'échelle des décibels est une échelle logarithmique sur laquelle le doublement de la pression acoustique correspond à une augmentation de 6 décibels. Il est très important de comprendre que la notion de décibel peut avoir différentes significations et ne représente pas une valeur fixe comme le volt ou le mètre. La valeur d'une décibel dépend du contexte dans lequel cette notion est utilisée. L'oreille est composée de 3 parties essentielles. L'oreille externe qui capte les ondes sonores, l'oreille moyenne qui transmet les informations sonores et l'oreille interne qui traduit les ondes en informations utilisables par le cerveau. Le seuil de référence est à 0 décibel. Il correspond au niveau de pression acoustique minimale pour qu'un son puisse être aperçu de nos oreilles. À ces faibles niveaux, nous captons les sons provenant de notre propre corps, articulation, battement de cœur, circulation sanguine, etc. Ce qui est peut-être déstabilisant. Le niveau d'apparition des effets extra-auditifs du bruit, entre 40 et 50 décibels. Pour des niveaux d'exposition à des niveaux supérieurs à 40 décibels la nuit et à 50 ou 55 décibels en journée, des effets extra-auditifs du bruit peuvent se manifester. Troubles du sommeil, gêne, risques cardiovasculaires accrus, difficultés de concentration et retard dans les apprentissages. Le seuil de risque pour l'audition est à 80 décibels. Il s'agit d'une valeur importante qui sert de base à la réglementation. Exemple, bruit au travail. À partir de ce seuil, l'employeur se doit d'apporter une information sur les risques auditifs encourus, de proposer un contrôle de l'audition facultatif et de mettre à disposition des salariés de protection auditive adaptés. À partir de 80 décibels, la durée d'exposition à la source de bruit est un facteur important de risque. Toujours selon la réglementation, le bruit au travail, lorsque le salarié est exposé à un niveau de 85 décibels sur une période de 8 heures, le port de protection auditive est obligatoire. Le seuil de 120 décibels marque le début de la douleur. Nos oreilles nous font mal, c'est un message d'alerte qui arrive bien tard. En effet, le seuil de danger pour l'audition et de détection de la douleur sont séparés de 40 décibels environ. Risque auditif et conséquences. À force d'écouter de la musique trop fort, trop longtemps, des lésions graves peuvent apparaître et rester à vie. Des symptômes comme des bourdonnements, sifflements, sensations d'oreilles cotonneuses peuvent apparaître. Ce n'est pas anodin. Ces signaux d'alerte indiquent que les oreilles ont souffert de l'exposition sonore. On risque une surdité totale ou partielle qui peut apparaître prématurément ou définitivement. Des acouphènes, un bourdonnement ou un sifflement entendu tous les jours sans interruption. Une hyperacousie qui rend la personne qui en souffre intolérante au moindre bruit. Ces problèmes peuvent arriver brutalement et à tout âge. Mini-film animé. Salut, tu vas aller à un concert? J'ai 2 tickets. Oui. Un des deux était resté à côté des enceintes et n'avait pas fait de pause alors que son ami était loin des enceintes et avait fait des pauses régulièrement. J'ai les oreilles cotonneuses et j'entends des sifflements. Est-ce que tu as fait une pause hier et étais-tu loin des enceintes? Non. Vite aller voir un ORL. Celui faisait des tests et en conclut que ça partira dans quelques jours, mais s'il serait resté plus longtemps, il en aurait souffert toute sa vie. Conclusion, mettez des bouchons d'oreilles, éloignez-vous des enceintes et faites des pauses régulièrement pendant un concert.